ce matin, le réveil a été assez difficile. Je me dis que ça doit être pareil pour vous. Ou du moins, j'espère ne pas être la seule dans le pays ou dans le monde à avoir eu du mal à me lever ce matin. Quoi qu'il en soit, bonjour à vous. Il y a un auteur que j'aime particulièrement, il s'appelle Paul Eluard et il a pour habitude de dire que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, vous prenez le rendez-vous de Matin d'Éden ce matin et c'est avec un large sourire et un plaisir évident que je vous souhaite la bienvenue. À présent, nous allons penser à nous. Allez, on y va. Nous avons besoin d'amour, n'est-ce pas? Quand le matin, vous avez du mal à vous réveiller, quand au cours de la journée, vous avez le blues, de quoi est-ce qu'on a véritablement besoin? On a besoin d'un être cher, d'un ami, d'un amour, d'un partenaire simplement qui nous tienne la main, qui nous aide à retrouver le sourire, qui nous aide à retrouver toute la bonne humeur nécessaire afin de passer une bonne journée. Et c'est à cela que nous nous attelons par ici, tous les matins, de 7h à 9h, et il s'agit bien évidemment de Matin d'Éden. Alors aujourd'hui, je vais simplement nous demander une chose, c'est de donner autant d'amour que possible. Donner de l'amour, ce n'est pas forcément lorsqu'on se trouve dans une relation avec monsieur ou avec madame. Non, il s'agit de donner de l'amour à toutes les personnes qui nous entourent. Un mot gentil, un petit sourire, vous savez, ça peut véritablement changer la vie de quelqu'un. Ce matin, alors que vous avez du mal, alors que vous avez eu du mal à vous lever de votre lit, alors que pour certains, ils sont debout depuis 4 heures, d'autres n'ont même pas pu fermer les yeux. Mais dans tous les cas, ce matin, c'est assez, on se sent assez bizarre, enfin, pour quelques-uns, bien évidemment. Les autres, vous vous êtes bien réveillés, vous avez la pêche, super. Vous inquiétez pas, on est également là pour vous, on va vous aider à maintenir le cap jusqu'à 9 heures. Non, allez, je rigole. Jusqu'à la fin de la journée, je veux dire. Parce qu'en 2 heures, on vous communique le bol de peps et de bonne humeur nécessaire afin que vous puissiez passer une belle journée, que vous puissiez démarrer votre semaine en pleine forme et en pleine puissance, si possible. Alors aujourd'hui, le message, c'est simplement aimer. Aimez les gens qui vous entourent. Donnez-leur de l'attention. Donnez-leur 1 minute de votre temps. Apprenez à être gentil. Apprenez à offrir un sourire. Et tout cela, ça ne saurait se passer sans une dose de foi. Quand je dis foi, croyez en ce que vous voulez. Croyez peut-être en la bonté humaine. Croyez en tout, en ce que vous voulez. Et une fois que vous réussissez à croire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà, dès le début de la semaine, dire merci Seigneur, parce que cette semaine doit être magnifique. Cette semaine doit être pleine de surprises agréables et surtout, je vais donner de l'amour aux gens autour de moi. Parce que nous en avons besoin. Le monde a besoin d'amour. Nous avons besoin d'être gentils. Nous avons besoin de pouvoir encourager les gens. Parce que généralement, on a tendance à beaucoup plus vite remarquer les erreurs des gens et on ne fait pas attention à leurs efforts. Il faut au contraire, dès à présent, accorder plus d'attention et d'intérêt aux efforts que font les autres. Il faut arriver à dire à quelqu'un aujourd'hui, bonjour, passe une belle journée. Ah bonjour, tiens, j'aime bien ta coiffure. Tout ça, ce sont des preuves d'amour. J'aime bien ta coiffure, j'aime bien ta tenue. Ah tiens, aujourd'hui, je te trouve beaucoup plus rayonnant. Ah, félicitations, tu as réussi à déplacer une pierre. Je dis ça, ça n'a l'air de rien, mais véritablement, ça encourage énormément et ça aide à aller de l'avant. Alors, aimez, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, que le réveil fût difficile ou non. Aujourd'hui, vous êtes rayonnant. Et vous allez passer une excellente journée, je vous le garantis. En tout cas, ceci par la grâce de Dieu. Bonjour une fois de plus et bienvenue sur Matin d'Éden. Nous allons simplement passer aux informations à présent. Mais avant, je vais lui dire bonjour. Et même si vous pensez que je lui fais un petit peu trop de compliments, exceptionnellement aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse, c'est la journée des compliments. Et il paraît que charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, je vais simplement m'y mettre. Bonjour, Moriagua. Bonjour, Natacha Kofi. Bonjour, téléspectateurs de DN TV. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Vous êtes mignons.
Je vous souhaite une très belle semaine, une bonne journée du lundi. Exactement. Alors, il a tout dit. Il a dit que vous êtes beau, belle, mignon et tout. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là. Ils me voient même pas. Ils savent même pas dans quel pétrin je me trouve en ce moment et ils me disent que je suis beau, je suis belle. Eh bien, quel que soit le pétrin dans lequel vous vous trouvez, il n'est pas éternel. Ce n'est qu'un vent qui souffle et quand un vent il souffle, il finit toujours par passer. Et toutes ces choses passeront. Elles passeront, vous inquiétez pas. Et de toutes les façons, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes rayonnant. Et cette journée, s'il y a quelqu'un qui peut la passer de la plus belle des façons, c'est vous. Croyez-y. À présent, Moriagua, vous êtes très élégant. Ils l'ont constaté d'ailleurs. Merci Natacha Kofi. Vous aussi, vous êtes très élégante ce matin. Pour ceux qui sont à la radio, elle est habillée en noir avec une veste de couleur rouge. Bon, on a compris, Maurice, c'est pas grave. Nous allons, vous savez que je n'aime pas les compliments, vous le savez très bien. Eh bien, chers amis, je vous aime aussi, Maurice Agua. Nous allons simplement, à présent, passer au bulletin d'information. C'est avec le même plaisir, la même joie de vous servir que je vous retrouve en ce début de semaine. Nous démarrons le bulletin d'information par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et qui a tenu ce dimanche son premier conseil national à l'usine d'engrais de Dekungbe à Godomé. À cette occasion, la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et son bureau politique ont entretenu les militantes et les militants sur les conclusions du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Ils ont à cette occasion évoqué les différentes démarches qui ont abouti à l'enregistrement officiel du parti UDBN en tant que formation politique ayant désormais une existence légale en République du Bénin. D'autres sujets non moins importants ont été aussi portés à l'attention des participants. Il est à noter à ces assises la présence du président du Parlement panafricain, hôte de marque de la présidente de l'UDBN. Plus de précisions en son et en images dans nos prochaines éditions avec Samson OK. Réunis ce dimanche à la forêt sacrée de Passé à Ouida, les filles et fils de Ouida ont prié pour le chef de l'État, Patrice Talon, ainsi que tout le peuple béninois. Suivez ici le compte rendu. Alafia. La paix au Bénin, c'est la réponse des oracles à l'entame de cette séance de prière initiée par les têtes couronnées de Ouida soutenues par jeunes et femmes de la cité historique. Tôt ce dimanche, réunis à la forêt sacrée de Passé, des prières ont été dites à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon, de son gouvernement et de tout le peuple béninois. Tous les vœux du chef de l'État et projets pour le Bénin et la ville de Ouida seront réalisés dans la paix. Au terme de cette séance de prière qui a réuni sous la pluie de ce dimanche, filles et fils de Ouida, le dignitaire du culte vaudou Mitok Passenon a expliqué les motifs de cette initiative. Il s'est fait que depuis quelque temps, le pays a murmuré, soit disant que l'état de santé du président n'allait pas très bien, ne va pas très bien. Donc les enfants de Ouida, les Ouidavi surtout, se sont réunis pour lui dire que rien, plus rien ne doit lui arriver. C'est pourquoi nous sommes devant les locaux, passés locaux, pour lui dire beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Les jeunes natifs de Ouida ont apprécié et soutenu cette initiative du Mitok Passenon de Ouida, raison pour lesquelles ils étaient à ses côtés. Nous sommes retrouvés ici avec les dignitaires, avec les jeunes, les femmes de Ouida, pour prier de façon symbolique à solliciter les forces pour que tout soit bien, que le chef de l'État se porte bien, que les membres de sa famille se portent bien pour le bonheur de ce pays, pour le bonheur de la ville de Ouida. C'est le signe que nous sommes venus ici annoncer. Le Bénin se portera bien, dans le bonheur et dans la paix, sous la conduite et l'éclairage du président Patrice Talon.
pour que ces nobles projets pour ce Bénin se réalisent. Landry Renou a profité de cette occasion pour lancer un appel au peuple béninois. Nous en appelons à l'amour du prochain, à la paix et à l'abnégation de tous pour que le Bénin aille de l'avant. Et voilà, la paix et l'amour du prochain pour le Bénin. Nous passons à une autre information. Dans ce bulletin d'information, la deuxième bibliothèque offerte par la Fondation Vallée à la commune d'Abomey-Calavi a été inaugurée ce samedi 19 octobre 2019. Une cérémonie qui a réuni plusieurs autorités départementales et communales autour des donateurs, à savoir l'ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallée. Et suivez le compte-rendu de Corneille Aïssé et de Denis Maroya. La bibliothèque de la Fondation Vallée Abomey-Calavi, sans doute l'une des plus grandes de la sous-région ouest-africaine, est composée de 2 bâtiments de 6000 m², 2500 places assises, 3000 ouvrages neufs et 165 ordinateurs, tous connectés à Internet. Fruit d'un partenariat entre l'ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallée, elle a été mise en service en présence des autorités politico-administratives, des populations de Godomey et une forte participation des élèves écoliers et étudiants. L'ensemble de cette infrastructure a un coût de 2 milliards de francs CFA, 3 millions d'euros, entièrement prise en charge par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France que j'ai l'honneur de diriger. De plus, les frais de fonctionnement de cette bibliothèque, notamment les salaires et les charges, seront pris en charge par la Fondation Vallée, qui offre ainsi la gratuité de la lecture aux populations de Godomey et Calavi. Cette infrastructure, véritable centre culturel et scientifique, est établie sur 2 sites Godomey à Imenvo et Zobadjer dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Georges Bada s'est réjoui de la construction de cette infrastructure dans sa commune. Aujourd'hui, nous avons 2 bibliothèques flambant neuves avec des livres neufs. Qui dit mieux? 26 tonnes de livres, 13 tonnes par bibliothèque. Vous vous imaginez ce que c'est? C'est changer le Bénin. Car la bibliothèque, les 2 bibliothèques sont sur le territoire d'Abomey-Calavi, mais appartiennent et serviront à l'Afrique de l'Ouest, serviront au Bénin. Pour le préfet du littoral, Jean-Claude Kodja, ce projet contribue à la réalisation des objectifs du gouvernement dans le secteur de l'éducation, offrir des infrastructures adéquates pour une éducation de qualité. Il remercie au nom du gouvernement les donateurs. L'importance d'une telle œuvre, tant pour l'individu que pour la communauté, se passe de commentaires. Le livre étant à son tour non seulement la maison par excellence de la connaissance, mais aussi le véhicule le moins cher et le plus sécurisant pour voyager. Je voudrais magnifier l'humanisme, l'actrisme, la philanthropie d'un grand homme qu'on ne présente plus. Vous avez deviné, je veux nommer M. Odon Vallée. La bibliothèque de la Fondation Vallée Abomey-Calavi crée au profit de la jeunesse de la commune 40 emplois directs et une centaine d'emplois indirects. La cérémonie d'inauguration a pris fin par la coupure de ruban et la visite des locaux. Parlons santé avant de clôturer ce bulletin d'information. Il est courant de voir des citoyens éprouver des douleurs sur le plan sanitaire et surtout liées à certaines maladies. Et quel soutien ont-ils dans ce cas? Que fait le gouvernement pour alléger la souffrance des citoyens? Le docteur Kwesi Agbodandé nous en parle. Il nous parle du programme national des soins palliatifs, PNSP, qui est une initiative du gouvernement. Suivons-le. La douleur elle-même est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui, quand elle est présente, altère énormément la qualité de vie des personnes qui sont atteintes. Donc, elle enlève à la personne tout ce qu'elle est en réalité. En réalité, les soins palliatifs, c'est né des problèmes que nous rencontrons dans le service de médecine interne où longtemps, une grande partie des malades que nous recevons sont atteints de
cancer à une étape avancée où on ne peut plus guérir. Et ces malades souffraient énormément et nous n'avions pas pendant longtemps accès aux antidouleurs de façon simple. Donc le gouvernement a été sensibilisé à cela et a mis sur pied un programme national de soins palliatifs effectif en réalité depuis septembre 2018, mais mis en place cette année. Et ce programme, dans le cadre de ce programme, une première au Bénin, nous avons pu mettre en place l'accès à la morphine solution orale produit au CNHU ici, qui finalement revient à moindre coût, et progressivement nous tendons vers la gratuité du contrôle de la douleur, tout au moins physique, chez ces personnes-là. C'est aussi une solution pour des autres types de malades qui souffrent par exemple de douleurs chroniques et qu'on ne sait pas, pour lesquelles on n'a pas toujours les moyens pour contrôler ces douleurs. Donc c'est l'occasion vraiment de remercier cette initiative du gouvernement qui va certainement, en tout cas est en train d'apporter une solution efficace et durable au contrôle de la douleur, surtout dans le cadre des cancers. Donc la morphine est disponible déjà à l'hôpital, au CHD de Gourou, et progressivement ça va être étendu. La douleur n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme, tout au moins pour ceux qui souffrent de cancer et qui ont mal d'une certaine manière, que ce soit d'ordre physique, psychique ou psychosocial. Un programme qui va répondre à tous ces aspects. Et c'est une initiative qu'il faut vraiment... Madame, Monsieur, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis sur Diaspora FM 102.3 et sur Eden TV. Merci à vous également, Maury Yagua, pour cette très bonne tasse de café informative matinale, je dirais. Nous allons simplement passer à présent à la revue des titres. Madame, Messieurs, bienvenue au rendez-vous de cette revue des titres de ce lundi. Nous sommes 21 octobre. Nous démarrons par le matinal qui affiche à sa une relecture du code électoral et de la charte des partis politiques. Les verrous bientôt levés. Les grandes décisions prises par Talon et la conférence des présidents du Parlement. Premier conseil national de l'UDBN à la une du quotidien Le Matinal. Prudentiaux remobilise sa troupe autour de Talon. Plus de précisions dans les colonnes du journal, c'est à la page 8. À la une du quotidien Le Meilleur, l'on peut lire en manchette, après la rencontre Talon, conférence des présidents du Parlement, Louis Vlavonou annonce de beaux jours pour le dialogue politique. Le journal Le Meilleur affiche à sa une également premier conseil national de l'UDBN après l'obtention de son récépissé. Claudine Prudencio sonne la grande mobilisation et réitère son soutien au président Talon. À la une du journal, comme titre également, l'on peut lire promotion de l'artisanat au Bénin, l'appli Le Monde Réel BJ, bientôt une réalité pour faciliter la vie aux populations béninoises. Chan 2020, les 16 pays qualifiés connus, les tenants du titre marocain au rendez-vous. Bénin intelligent, titre de façon intelligente à ça une animation de la vie politique. Comment les partis seront financés? Les clarifications de Orunla. À la une du journal, première édition du cross-country de la rentrée obçue pour la promotion du sport scolaire, titre Bénin intelligent. À la une de Émergence
Info, premier conseil national de l'UDBN, Prudencio et les siens font le point du dialogue politique. Le président du Parlement panafricain en soutien à l'UDBN. Le journal Émergence Info écrit également à sa une: après la tenue du dialogue politique, le ministre Orunla clarifie et donne des précisions sur la suite. La presse du jour parle de la mise en place du comité chargé de modifier la charte des partis politiques et autres. Le Parlement a désigné ses représentants. Premier conseil national de l'UDBN, Claudine Prudencio et ses militants approuvent le sens du dialogue politique. La presse du jour en parle également ce lundi et titre également: vers une production de 1 million de tonnes de riz en 2022. Le ministre Gaston Dossoui galvanise la troupe. C'est ce qu'on peut lire à la une de la presse du jour. Alors que Matin Libre écrit ce lundi: prise d'une loi d'amnistie est supposé coup de fil quand le dialogue tourne autour de Yayi. Pour non-accès au Wi-Fi de l'Assemblée nationale, les populations mécontentes. Et puis le Dynamisme Info écrit à sa une de ce lundi: élection générale comme prétexte pour toucher à la Constitution, hâte à toute manœuvre pour abuser du peuple. Titre Dynamisme Info: les intérêts des seuls acteurs politiques ne doivent pas surplomber celui collectif. Parrainage des candidats à la présidentielle à la une de Dynamisme Info, l'autre résolution du dialogue politique qui fait jaser. Nous passons à la une du Béninois libéré. Le Béninois libéré de ce lundi: vote d'une loi d'amnistie, la voie juridique normale pour ne pas violer la Constitution. Les explications de l'honorable Badamassi. Premier conseil national, le journal Le Béninois libéré en parle également. Premier conseil national, grande mobilisation pour la victoire aux prochaines élections. L'UDBN dans la cour des grands. L'Amazone de la rupture promet le Graal à talons. Et puis, préparatif des élections communales de 2020, Moël Bénin remobilise ses guerriers de Banté. L'événement précis parle de la 6e édition des consultations médicales foraines dans les frontières de Djidja et Savalou. ABJF offre des soins gratuits. Après le dialogue politique, Maître Orunla parle des recommandations de Yayi, du financement des partis, etc. Talon s'érige en un leader éclairé. Voici les 9 membres du comité d'experts mis en place. Les délégués Hassan Seibou et Fred Kouenou donnent leur approbation à la révision de la Constitution. Le décom de Talon, Wilfried Rungwezi, évoque les retombées des grandes résolutions prises. C'est ce que titre l'événement précis de ce jour. Audience à l'Arak, c'est les pharaons qui en parlent. Rémi Prosper Moretti échange avec une délégation de la CBDH. Décrispation de la tension socio-politique à la une du journal Les Pharaons. L'amnistie pour penser les plaies de la crise post-électorale, statut général de la fonction publique. Cela intéresse Les Pharaons qui écrit les décrets d'application des tests des instances paritaires et disciplinaires adoptés. Voilà, Natacha Kofi, ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la une des journaux de ce lundi. Merci de nous avoir suivis sur Diaspora FM et DEN TV. Très bien, merci à vous, Maury Agua. Je comprends, de la cuisine au plateau de Matin d'Éden. La transition n'est pas du tout facile. Il faut dire que certaines habitudes ont dû être laissées, ce qui n'est pas facile du tout. Oui, c'est vrai, ce n'est pas du tout facile et
Oui, c'est vrai. En fait, vous comprenez ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, surtout, c'est de voir un Maurice, de voir un Maurice Agua, voir un Maurice Agua qui est tout sérieux face à son écran et tout. Et quand on sait que dans une certaine cuisine, un peu plus tôt, il était à vous faire même des trépieds ou des trépieds en passant. En fait, le problème est que pendant 3 mois, c'est Teslani qui a conduit une émission pendant les vacances. Et j'étais dans les mêmes rôles. Donc, c'est par réflexe que mon cerveau lui fait appel pour dire, voilà, Tess, voilà ce que j'ai dit tout le temps. Ça se comprend, Maurice. Ça viendra, après, je voulais juste... Je vous taquinais comme à mon habitude, du trépied au sérieux de matin d'Éden. Il n'y a pas que 1000 pas, il y a 1 milliard de pas. Mais bon, allez, on prend... vous savez que ce n'est pas donné à tout le monde de passer de ce qu'on a été pendant les vacances et ce qu'on est devenu. Après, ce n'est pas ce que vous avez été, vous l'êtes tous les jours, c'est juste que désormais, le plateau ne s'y prête plus. Mais bon, on vous aime tel que vous êtes. Merci ne changez surtout pas. Merci. Nous allons prendre la pause publicitaire rapidement et revenir pour penser à vous. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai ? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Dimanche politique, c'est toute l'actualité sociopolitique analysée par les spécialistes. Dimanche politique, c'est tous les dimanches à 12h et en rediffusion à 20h30 sur Eden Télévision et Diaspora FM. Eh bien, dis donc, comme quoi on peut se retrouver à l'antenne à n'importe quel moment. Donc, quand vous avez envie de tousser, faites attention, retenez-vous, mais c'est humain. Allez, n'est-ce pas que c'est humain? Eh bien, chers amis, je le disais tantôt, on revenait juste pour vous, et justement, nous sommes là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est l'amour. Est-ce que ça revient à dire à toutes les personnes que vous croisez aujourd'hui, je t'aime, je peux pas vivre sans toi? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ça revient simplement à être gentil le long de la journée. Faites montre d'affection. Il faut essayer de dire à quelqu'un simplement ce qui est. Faites-lui des compliments. Faites aux gens autant de compliments que possible parce que véritablement ça aide. Et justement, elle est là à présent pour nous, n'est-ce pas?
toujours. Elle est là juste pour vous, juste pour nous, et elle nous dit tout. Bonjour Tessanic. Bonjour Natacha Kofi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour amis auditeurs de Diaspora FM. Et oui, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, je suis là ce matin juste pour vous. Génial. Alors dites-nous tout. Ce matin, je viens donc vous parler des maladies de la saison des pluies. Vous l'aurez certainement constaté, depuis début mi-septembre, il y a de fortes pluies qui s'abattent sur Cotonou et environ, et même au-delà, je dirais, sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, ces pluies abondantes et l'humidité constante favorisent pas mal de maladies face auxquelles nous ne savons pas toujours quel comportement adopter. Ces maladies, il y en a de plusieurs ordres. Nous avons notamment les maladies infectieuses gastro-intestinales qui sont entre autres la dysenterie, le choléra et les intoxications alimentaires. Nous avons également les maladies de l'appareil respiratoire. Il s'agit entre autres de la grippe qui, quand elle n'est pas bien traitée, peut évoluer vers une pneumonie. On en parlera. Il y a les maladies du moustique, notamment le paludisme chez nous au Bénin, mais on peut également craindre désormais la dengue dont on a eu à faire face à une épidémie dernièrement. Donc on peut noter la dengue comme maladie au nombre desquelles il faut faire face en période de pluie. Alors, les pluies sont abondantes, l'humidité est constante et justement dans cette période, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des conditions où elles sont tentées d'utiliser les eaux de pluie qu'elles boivent parfois. Pour d'autres, ces eaux-là sont utilisées pour la vaisselle ou on l'utilise pour laver les aliments. C'est dangereux. Mais avant d'aller, d'ailleurs aujourd'hui on ne parlera pas des maladies infectieuses gastro-intestinales, mais je m'attarderai principalement sur la grippe et le paludisme parce que ce sont les deux mots auxquels on fait véritablement face. Je suis sûre que dans cette période de pluie, et vous Natacha et peut-être même Maureen avez déjà eu à faire face à la grippe que vous avez dû traiter. D'ailleurs, je toussais encore tout à l'heure. Voilà, j'y ai fait face également et ce qui devrait nous inquiéter, c'est que la grippe est ce type de maladie qui se transmet très facilement. Une poignée de main suffira à vous faire... vous suffira pour que vous piquiez une grippe à faire passer le virus. Voilà, un collègue avec le mal qui vous le transmet une bise très rapidement. alors en passant. Si la poignée de main peut le faire, la Les bise bises encore plus. Alors, la grippe, c'est une infection, la plupart du temps bénigne, donc pas très dangereuse, mais qui peut devenir très grave. Je le disais tout à l'heure, et peut évoluer quand elle est mal soignée vers une pneumonie. Et les personnes fragiles sont notamment les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. Alors, il faut faire attention. Et ce mal, selon l'OMS, peut être prévenu par un vaccin, mais dont on ne parle pas souvent, tout simplement parce que 2-3 petites astuces peuvent vous permettre de guérir rapidement de la grippe. La grippe est favorisée par les conditions d'humidité et de chaleur, ce qui fait donc de ce mal-là un mal très récurrent en période de saison pluvieuse. La grippe est une maladie saisonnière donc qui est transmise par un virus et qui s'attaque surtout aux voies respiratoires, notamment votre nez, votre gorge et votre bronche, selon les explications de l'OMS. Et chaque année, quand il y a la saison pluvieuse, justement, il y a toujours une petite épidémie de grippe. Et on est en train de passer par là. Tout le monde éternue, tout le monde a le nez qui coule, on a de petites fièvres au début. Il y a de petites astuces que dès demain, je vous apporterai pour mieux faire face à votre grippe. Très bien. Mais c'est de vous rappeler déjà ce matin combien il est important de vous couvrir face à ces temps de fraîcheur. Il faut faire comme Natacha ou comme Maureen ce matin, toujours avec des vêtements assez lourd, une veste ou un pull la plupart du temps. De quoi vous donner chaud. Exactement. Sinon, la fraîcheur aura raison de vous et vous contractez rapidement une grippe. L'autre chose, c'est de faire très attention. On passe notre temps à serrer des mains, on passe notre temps à se faire la bise. C'est vite arrivé. Je vous dis, petite anecdote de 2 secondes, c'est Natacha qui m'a refilé la grippe en cette saison, tout simplement parce que j'ai eu à lui faire une bise et le lendemain, dans la nuit, je suis restée fiévreuse jusqu'au petit matin.
Après, j'ai regretté d'avoir fait cette bise-là. Vous savez, il y a une chose très importante. Hein. Il paraît, c'est pas moi qui le dis, il paraît qu'on ne refile des virus qu'à ceux qu'on aime. Ah non. Du coup, faites attention aussi quand vous aimez les gens. Ah oui, à un moment, quand ils sont malades, surtout quand ils sont grippés, il faut arrêter de les aimer le temps que la maladie passe. Je rigole, faites pas ça. Évitez donc au maximum de serrer des mains. Évitez, ça fait bizarre, mais on passe par la petite épidémie de grippe, donc faites attention. Évitez, quand vous vous êtes grippé, d'éternuer ou de tousser devant d'autres personnes. Faites le maximum pour ne pas leur transférer vos germes, c'est important. Je pense que l'idéal serait même d'avoir, en tout cas quelqu'un à un moment m'a conseillé de toujours avoir sur moi un papier torchon ou en tout cas de quoi se protéger la main et mettre ça juste au niveau de la bouche pendant qu'on tousse, histoire de ne pas contaminer la main et de pouvoir saluer les gens tranquillement. Et cette astuce toute simple, il faut également y faire attention, les papiers torchons qui ne soient pas réutilisables. Dès que vous l'utilisez une fois, c'est de pouvoir le jeter, sinon vous transportez les germes au quotidien. Le paludisme, quant à lui, on n'en parlera jamais assez. C'est une maladie qui est causée par le moustique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de dormir sous moustiquaire imprégné. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire, c'est également de prendre soin de notre environnement de vie direct, notamment à la maison. Éviter d'avoir des espaces de prolifération de moustiques où les moustiques peuvent naître très rapidement. Donc de petits nids de déchets qui sont à la maison rapidement, il faut faire attention, les nettoyer. Faire attention aux endroits où l'eau stagne à la maison parce que ce sont des nids de moustiques. Et les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, tout le monde, mais plus précisément ceux-là, doivent dormir sous moustiquaire imprégné. C'est très important. Demain, je vous parlerai donc des maladies infectieuses gastro-intestinales et d'autres précautions que vous devez prendre, notamment dans le traitement de la grippe et la prévention du paludisme. Très bien. Vous le constatez, hein, chers amis, elle est bien évidemment là, juste pour nous, puisqu'elle tient compte de la période de fraîcheur que nous traversons désormais, pour nous proposer de meilleures astuces afin que nous puissions mieux prendre soin de notre personne. Merci donc à vous, Tessani Gounéo. Merci Natacha, prenez soin de vous surtout. Vous continuez de tousser, c'est que vous avez maltraité la grippe. Alors, on va procéder à un meilleur traitement. Après, en fait, j'en profite pour dégager ma gorge, parce qu'il y avait un chat qui traînait par là. Je vois. Merci et on se retrouve tout à l'heure. Oui, pour le chiffre du jour et pour Think Cloud. Absolument. Alors, j'en profite, hein, chers amis, pour vous dire très rapidement qu'aujourd'hui, dans Think Cloud, nous parlerons... Je vous le rappelle, Think Loud, ça signifie simplement penser à haute voix. Et nous parlerons donc de la tenue vestimentaire des jeunes aujourd'hui. Et du coup, prenez le rendez-vous, c'est pour tout à l'heure. Mais en attendant, nous avons bien évidemment le face-à-face qui ne saurait tarder. Hein. Le face-à-face s'installera dans les prochaines minutes. Prenez donc le rendez-vous pour le face-à-face, Think Loud et le reste de l'émission. Bien évidemment, nous passons une excellente journée. C'est déjà écrit et c'est acquis. À présent, nous faisons rapidement la pause histoire d'installer notre invité pour le face-à-face. Madame, Messieurs, je vous l'annonçais, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face de ce lundi. Nous sommes 21 octobre. Nous recevrons pour vous Hubin Amegbezi. Il est le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE. Hubin Amegbezi, bonjour. Bonjour. Monsieur. Et merci d'être venu éclairer la lanterne des personnes qui sont inquiètes, qui ne savent pas à quelle sauce elles seront mangées. Dites-nous, en ce qui concerne l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, qui sont les enseignants que vous avez à charge aujourd'hui qui ont signé leur contrat? Faites-nous un peu une clarification. Ok, merci beaucoup et tout le plaisir est pour moi de revenir sur vos plateaux. Alors, nous avons à charge des personnes qui sont reçus à 2 tests organisés par le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, et qui avaient constitué une base de données des personnels qualifiés, j'allais dire, pour pouvoir enseigner des matières spécifiques dans les établissements publics, secondaires, techniques et professionnels. Alors, le ministère nous a envoyé une liste de personnes affectées dans les établissements. Et ce sont ces personnes inscrites sur cette liste, c'est à ces personnes que nous donnons un contrat.
Si vous n'êtes pas sur cette liste, vous n'avez pas de contrat. Vous pouvez être admis au test, être dans la base de données. Mais si vous n'êtes pas déployé, nous ne pouvons pas vous donner un contrat. Parce que dans le contrat, nous devons préciser là où vous devez travailler, le nombre d'heures que vous devez avoir et le salaire que vous devrez toucher. Donc, à l'ANPE, vous avez une liste qui vous a été envoyée par le ministère. Tout à fait. Et donc, si quelqu'un n'a pas son nom sur cette liste, elle ne peut pas avoir de contrat. Donc, la personne n'a pas à se plaindre, ou du moins à se prendre à l'ANPE. Pas du tout, pas du tout. Parce que nous ne faisons que donner du contrat à des personnes auxquelles le ministère a déjà implicitement offert ce contrat en les déployant et en leur donnant le droit d'aller enseigner dans un établissement. On a appris que c'est au mérite que les gens ont été déployés, alors que faut-il pas prioriser l'expérience dans ces conditions? Des gens ont fait 10 ans déjà de métier d'enseignant, mais qui ne se retrouvent pas dans ce lot aujourd'hui. Non, on ne peut pas faire cela. Voyez-vous, c'est un peu comme dans votre métier. Si votre télévision veut recruter de nouveaux journalistes, vous allez dire, nous voulons recruter 2, 3 ou 10 journalistes avec 2 ans d'expérience. Et vous faites le test. Quelqu'un qui a 10 ans peut échouer, comme quelqu'un qui n'a que les 2 ans peut réussir. Vous allez privilégier cette personne-là, parce que c'est de l'équité. Vous avez fait un test. Si vous ne vouliez pas, si vous vouliez compter uniquement sur l'expérience, il ne fallait pas faire le test. Il fallait dire, plus on a d'expérience, plus on va être considéré. Et dans ces conditions, le critère n'est plus le test. Une fois qu'on a fait le test, les questions d'expérience, j'ai plus d'expérience, j'ai moins d'expérience, ne comptent plus. Ah bon? Mais c'est aussi l'excellence que vous priorisez. Alors, absolument. Il y a des gens qui ont la maîtrise, qui ont été laissés, et des gens qui ont la licence, à qui on a signé les contrats. Est-ce que c'est normal? Non, cet argument ne peut pas porter. On a fait un test. Si vous avez l'expérience, pourquoi vous échouez au test? Pourquoi vous avez une autre minorité par rapport à celui qui est... Pourquoi? Ce n'est pas plutôt une question d'économie, parce que vous pouvez payer moins celui qui a la licence que celui qui a la maîtrise. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont premiers en terminale et qui échouent au bac. Il fallait alors prendre les premiers et laisser seulement. Quand on fait le test, c'est celui qui est admis, c'est lui qui comprend. Vous pouvez avoir 10 ans, 50 ans d'expérience. Quelqu'un qui n'a qu'un an d'expérience, s'il est reçu au test, il passe avant vous. C'est le test qui est le critère. Donc, les argumentaires qu'on entend, on lit sur les réseaux sociaux, des gens sont dans la vacation depuis 10 ans, depuis 15 ans, on les a laissés, mais ils sont médiocres. Ah oui? Mais sinon, pourquoi ils n'ont pas réussi au test? Oui, il y a certains. Pourquoi ils n'ont pas réussi au test? Ils sont venus ici dire qu'ils sont parmi ceux qui ont été, ceux qui ont réussi leur test. Oui, il y en a qui ont réussi à leur test. C'est de ceux-là que nous parlons. OK, ils ne sont pas déployés parce que la vocation de la base de données n'est pas de déployer tout le monde. D'accord. Le gouvernement a décidé de constituer une base de données dans laquelle on puise pour combler les gaps qu'on a sur le terrain. Donc, il n'était pas prévu que 100% de ceux qui sont dans cette base vont être déployés. C'est au besoin. Donc, chaque fois que le gouvernement a besoin, on va puiser dans cette base jusqu'à épuisement. D'accord. Mais donc, ceux qui n'ont pas été déployés cette année, bon, malheureusement, en fonction de leur mérite, encore une fois... Ils ne sont pas d'accord, pour cela. Mais pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce qu'ils ont de l'expérience plus que les autres. Non. Et à cette date, comment ils ont été déployés? Le rang qu'ils ont occupé dans la base de données, c'est ça qui leur permet d'être déployés. Bon, on ne peut pas laisser le premier pour déployer le 10e. Même s'il n'a pas l'expérience, c'est le test qui est le critère. Oui, d'accord. Une fois que vous êtes admis au test et que vous êtes premier, deuxième, vous serez déployé. Mais si vous êtes dernier ou avant-dernier, bon, on va vous laisser d'abord. C'est si on a besoin, jusqu'à votre niveau, qu'on va vous prendre. Bon, alors, et ceux qui ont été laissés en attendant d'être déployés, quel est leur sort? Ils restent à la maison, ils attendent? Oui, ils attendent. Bon, de toutes les façons, ce que je peux dire, il y a de nouveaux redéploiements parce que ça, c'est un premier déploiement. D'accord. Et nous allons faire le point de ce déploiement cette semaine encore une fois pour voir les réglages à faire. Certains ont été déployés, ils ne sont pas d'accord ou ils ont déjà trouvé du travail. En temps, ils n'ont pas pris service. Ils ont déserté. Voilà, ils ont déserté. Nous allons remplacer ces personnes. Et c'est encore dans cette base de données qu'on va puiser. Ceux qui étaient sur la liste d'attente et qui sont dans la base ne sont pas déployés. On va leur faire appel pour... D'ailleurs, la semaine dernière, une seconde liste a été publiée en mathématiques, en SVT,
Non, pas en SVT, pardon. En PCT, et en français, dans cette même base de données, des gens qui n'avaient pas été déployés au premier déploiement ont été déployés cette fois-ci. Et donc sont en train de signer leur contrat actuellement. Il y a quelques réglages à faire pour pouvoir signer leur contrat. Et ils vont aller sur le terrain. Donc, on puise dans cette base de données au besoin, chaque fois. Donc, je suppose que chacun attend son tour et que les années à venir également, c'est cette même base qui va servir. Il y aura d'autres concours, d'autres tests pour en rajouter à la base chaque année, de manière à ce que la base soit suffisamment fournie pour nous permettre de satisfaire les besoins qu'il y a sur le terrain. Hubin Amegbedji, si vous venez de prendre le rendez-vous du face-à-face, nous avons sur ce plateau Hubin Amegbedji, il est le directeur général de l'ANPE. Il répond à nos questions par rapport au déploiement des aspirants au métier d'enseignant. Dites-nous, à cette date, quel est le nombre d'enseignants recrutés, déployés, qui ont signé leur contrat, le nombre que fait ceux qui ont été laissés? Bon, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà signé les contrats pour environ 12 000 enseignants. Nous allons cette semaine également en signer pour un peu plus de 2 000 à nouveau. Et progressivement, nous allons atteindre probablement le chiffre de 16 000 qui avait été annoncé. Parce que nous allons considérer également les enseignants du cycle technique et de la formation professionnelle qui sont en train de nous être envoyés actuellement par le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Donc, le chiffre va évoluer. Nous avons environ 2 mois pour régler tout cela, de manière à ce que tous les établissements soient pourvus, que ce soit secondaire, technique ou de la formation professionnelle, pour que les cours véritablement puissent commencer avec le meilleur environnement possible pour les enfants, afin qu'ils aient la chance de pouvoir bien apprendre pour réussir à leurs examens. Et nous avons appris que vous avez promis, selon les informations, que le premier salaire tombera le 25 octobre. Est-ce que vous le confirmez? Bon, c'est ce que nous avons promis et pour lequel nous avons travaillé. Mais cela ne dépend pas uniquement de nous. Cela dépend en premier des aspirants eux-mêmes. La première condition pour qu'on puisse les payer, c'est qu'ils puissent fournir leur identifiant fiscal unique. Le ministère des Finances ne paye pas les gens tant que ces personnes n'ont pas un identifiant. Ça peut être l'IFU ou alors le numéro identifiant qui provient du RAVIP par l'ANIP. À la date d'aujourd'hui, donc, le plus facile et le plus rapide qu'ils auraient pu avoir, c'est l'IFU. Et nous avons fixé la date du 10 octobre pour que tous les aspirants qui ont signé les contrats chez nous puissent déposer leur identifiant fiscal unique, de manière à nous permettre de transmettre la liste au ministère des Finances, qui a quand même besoin de quelques jours de travail pour pouvoir positionner, mandater, positionner les salaires. Malheureusement, à la date où je vous parle, plus de 2/3 des enseignants ne nous ont pas fourni leur identifiant fiscal unique. Ça veut dire qu'il n'existe même pas. On a vu un communiqué passer. Bien sûr. Alors, j'ai alerté en disant l'ANPE ne sera pas responsable du retard de paiement des allocations. Dans la mesure où nous avons fait tous les efforts pour pouvoir, dès le premier mois, les satisfaire. Et le ministère des Finances a pris les mesures, et je les remercie, pour que ces allocations soient traitées comme ils traitent les salaires. Donc, dès le 20, ils voulaient positionner pour autant que nous puissions leur transmettre la liste au plus tard le 15. Malheureusement, au moment où je vous parle, il n'y a que le tiers de ces enseignants qui a déposé les données, notamment l'IFU, pour nous payer, et les RIB, comment on appelle, le numéro bancaire qui va nous permettre de leur virer cela. Ils ne l'ont pas transmis. Et donc, je peux vous dire ici, sur votre plateau, que malheureusement, cette promesse que j'avais faite, nous avons tenu notre promesse en mettant tout en œuvre pour les satisfaire, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne pourrons pas le tenir parce qu'on n'a pas les données qu'il faut pour transférer les fonds. Est-ce qu'on peut dire alors que ceux qui sont déjà prêts, ceux qui ont leur dossier prêt, peuvent attendre leur salaire le 25 ou bien on doit forcément attendre les autres? Vous voyez, le ministère des Finances n'acceptera pas que chaque... C'est une question qui les préoccupe. Absolument. Je vous pose des questions qui m'ont été envoyées. Vous avez bien totalement raison. Mais écoutez, sur 12 000, si nous n'avons que 3 000 qui ont déposé c'est trop faible pour nous. C'est comme si nous allons
déranger les gens du ministère en leur envoyant tous les jours des listes. Alors, nous allons attendre un peu quand même pour atteindre ne serait-ce que 50%, de manière à transférer en 2 vagues. Hein? Si nous atteignons environ 6 000, nous allons transférer cette liste. Mais je peux d'ores et déjà vous dire déjà que la date du 25 ne peut pas être tenue. Nous sommes aujourd'hui le 21, nous sommes encore à 3 000. Je ne sais pas jusqu'à quand nous allons atteindre les 6 000 pour pouvoir transférer une première liste. Et quand est-ce que nous aurons les 6 000 autres pour pouvoir couvrir les 100%. Malheureusement, ce ne sera pas ni la faute du ministère des Finances, ni notre faute. Nous continuons, et je profite de votre plateau pour les appeler à faire un gros effort pour nous transmettre les identifiants fiscaux, leur identifiant fiscal unique, ainsi que le RIB, le numéro de compte, qui va nous permettre de leur transférer les allocations. Je voudrais vous poser une question, peut-être je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. Est-ce que c'est chaque année qu'on organisera les tests pour recruter des aspirants au métier d'enseignant? Oui, ça je peux vous répondre. C'est chaque année que la base de données sera pourvue. Parce que les besoins, c'est-à-dire que c'est une sorte de préqualification en matière de connaissances. Vous parliez de tests tout à l'heure et d'expérience. Oui. Ce que le ministère fait, c'est de faire un test pour savoir si d'abord vous avez les connaissances pour enseigner. D'accord. Oui. Vous avez les connaissances. On ne tient pas compte encore de votre expérience. Et en plus, la plupart de ces personnes, l'expérience qu'elles ont acquise est sur le terrain. Elles ne l'ont pas acquise, comment dire... Sur le terrain, c'est dans les situations de classe. Absolument, mais quand même, il faut la pédagogie s'apprend. Ça s'apprend. Hein, voyez-vous, vous pouvez l'apprendre sur le terrain, mais en transmettant, on n'est pas sûr que vous transmettez de la bonne façon. Vous pouvez aussi partir avec des erreurs parce que personne ne vous a jamais parlé de cela. Donc, dans ce programme, le gouvernement a décidé de les former à la pédagogie pour enseigner. S'ils ont les connaissances à travers le test, reconnus par le test, que bon, ils ont le niveau, ils ont les connaissances, il reste maintenant la transmission qui est un métier. Et en cela, pendant toute l'année, il y aura des formations que le ministère va organiser à travers les animateurs pédagogiques, les encadreurs, les inspecteurs, pour les rendre un peu plus aptes à transmettre les connaissances qu'ils ont aux apprenants, de manière à ce que les choses se fassent. Puisque vous êtes revenu sur les tests, quand on parle de mérite, les aspirants n'ont pas composé dans les mêmes matières. Mais pourquoi parle-t-on de mérite? Non, chaque aspirant composé dans la matière qu'il enseigne. Qu'il enseigne. Oui. Donc ça veut dire que celui qui a composé en mathématiques peut avoir 15 et moi j'aurai 12. Et donc quand on va vouloir aligner dans la base des données, on va aligner les nôtres, n'est-ce pas? Mais bien sûr, parce que, voyez-vous, nous avons par exemple, pour vous donner quelques informations sur les statistiques, on a un trop-plein dans certaines matières, SVT, anglais. Mais on a des trous en mathématiques et en physique. Donc, vous pouvez comprendre qu'on sera amené, par exemple, à prendre quelqu'un qui a 10 en mathématiques pour aller enseigner, alors qu'en SVT, quelqu'un peut avoir 12, parce qu'ils sont très nombreux, et ils ne trouvent pas de place. Donc ce n'est qu'une affaire d'équité et d'équilibre. Aujourd'hui, nous avons un problème. Les matières scientifiques, il n'y a pas beaucoup de personnel qui enseigne ça. Et on a besoin d'une politique offensive pour pouvoir trouver du personnel dans les matières scientifiques, les mathématiques et les PCT. C'est un besoin crucial aujourd'hui. Or, dans les langues et dans les matières, comment dire, littéraires, on a le trop-plein. D'accord. On a le trop-plein. Et donc, dans ces conditions, quelqu'un peut avoir même 12, 13, 14 dans les matières littéraires, mais il y a d'autres qui ont 18, 19 et qui seront privilégiés. Par contre, quelqu'un peut avoir 10 en mathématiques et sera privilégié parce qu'il n'y a pas assez de personnel dans ces matières-là. Ils sont nombreux à suivre ce face-à-face. Hubert Megbeji, il faut dire à ceux-là, il faut les rassurer, il faut leur réexpliquer qu'ils comprennent que ce n'est pas tout le monde qui est déployé et que ce sera fait progressivement. Non, je voudrais leur dire que ce n'est pas tout le monde qui est déployé. Dans certaines matières, presque tout le monde est déployé.
tous ceux qui sont sur la liste, mathématiques, physique et tout. Mais dans d'autres matières comme les SVT, l'anglais, histoire, géographie, on a un trop-plein à ce niveau-là. Tout le monde n'est pas déployé et les gens qui sont déployés en fonction de la note qu'ils ont, que ces personnes ont eu au test. Et ça, ce n'est qu'équité. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on va nous accuser de favoritisme et de tout, et de tout, et de tout. Donc, je voudrais leur dire, mais seules ces personnes qui ne sont pas déployées restent dans la base. Elles n'ont encore rien perdu. Je vous ai dit tout à l'heure. Elles n'ont pas de salaire. Oui, mais malheureusement, pour le moment, s'il y a des remplacements à faire, ces personnes vont avoir leur contrat, on va les appeler. On est en train de les appeler d'ailleurs. Et ensuite, l'année prochaine, il y aura encore d'autres qui vont entrer dans cette base-là. Il y aura encore de nouveaux tests. Et en ce moment-là, il y aura toujours une chance pour eux d'être déployés, parce qu'ils sont déjà considérés comme ayant les aptitudes pour enseigner. Bon, maintenant, si j'ai un conseil à donner à ces personnes-là, peut-être si elles ont la vocation d'enseigner, c'est de faire aussi un effort pour aller faire, parce que la plupart ont la licence, d'aller faire une formation pour avoir le diplôme d'enseignant, à savoir le BAPES ou le CAPES. Parlant du BAPES, certains ont le BAPES et le CAPES, mais ils ont été laissés. Ça n'a pas été la priorité, puisque vous parlez de mérite. Oui, je vous ai expliqué. Vous pouvez avoir tous les diplômes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais si on classe à partir du mérite, c'est dommage. Donc, qu'ils mettent le temps à profit pour aller se faire former dans ces diplômes professionnels. Ce que je conseillerais, professionnels. Voilà, parce qu'on a privilégié d'abord ces diplômes-là, le BAPES, le CAPES, parce que c'était des diplômes d'enseignement. Avant les licences, malheureusement, dans ceux qui ont été déployés aujourd'hui, vous avez un grand nombre qui a la licence, uniquement la licence, sans le diplôme d'enseignement. Hubert Maguedi, vous êtes venu éclairer la lanterne des aspirants au métier d'enseignant qui sont inquiets. Est-ce que vous avez un mot de fer? Non, je voudrais leur dire... Est-ce que quelque chose vous tenait à cœur quand vous êtes venu ici? Non, je suis là pour les servir. Je suis là pour les servir, pour les écouter. Parfois même, ils me posent des problèmes qui ne relèvent pas de mes compétences, mais je suis prêt à les écouter. Ce que je voudrais leur dire est que c'est vrai. En tant que directeur de la NPE, je sais la souffrance et le désespoir que peut causer le fait de ne pas avoir un emploi à un jeune qui aspire aussi à la dignité d'être humain en travaillant. Vous n'avez pas la baguette magique? Mais je n'ai pas la baguette magique. Et je le comprends quand ils sont désespérés et parfois ils sont amenés à s'exprimer bruyamment. Je le comprends. Mais nous allons faire tous les efforts, tout ce qui est possible. Je crois que ce programme d'aspirants tel que monté aujourd'hui par le gouvernement est une chance. Sinon, bon, il y a nombre parmi eux qui vont rester à la maison cette année. Parce que la guerre des heures dans les établissements, malheureusement, en ce moment-là, devient une guerre de connaissances, de réseaux et autres. Mais cette fois-ci, vous êtes à la maison, vous avez fait un test et on vous appelle pour dire venez enseigner, vous allez avoir une allocation. C'est une chance. Je voudrais leur dire que ça ne résout pas tous les problèmes, certainement. Mais nous allons continuer à travailler. Je pense que le gouvernement est en train de travailler de manière à ce que ce qu'on a démarré puisse se poursuivre dans le futur et que d'autres qui ont l'espoir d'entrer dans cette base de données aussi puissent entrer dedans et avoir la chance de travailler. Je leur dis de garder espoir. Garder espoir, il a dit, on dit bien sûr merci à Hubert Maguedi. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Je vais préciser une chose. Oui. Agence nationale pour l'emploi. Pour l'emploi. Simplement. Pas la promotion. Non, l'emploi directement. D'accord. Au lieu de passer par la promotion. D'accord. Donc, Agence nationale pour l'emploi, Hubert Maguedi, vous l'avez suivi et merci d'être venu une fois. C'est moi qui vous remercie, c'est un honneur. Oh, d'accord. Eh bien, merci, mesdames, messieurs, c'est déjà fini, les 13 minutes. Nous allons laisser le plateau à Natacha Kofi. Merci de nous avoir suivis sur Diaspora FM et Eden TV. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Olé!
Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Eh bien, chers amis, je le disais à l'instant à Mori Agua, nous faisons une belle surprise à monsieur Amegbedi ce matin. Et j'aurais bien voulu qu'il le prenne en direct, mais bon, il a eu quelques secondes d'avance sur la question. Alors dites-nous, monsieur Amegbedi, quel est votre rêve pour le Bénin? Mon rêve pour le Bénin, c'est le plein emploi pour les jeunes. C'est ça mon rêve, parce qu'un homme qui ne travaille pas ne pas perd un peu de sa dignité. C'est le travail qui nous rend la dignité, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et si vous êtes sur ce plateau très belle, éclatante à nous parler aujourd'hui, c'est parce que vous avez du plaisir à servir, à faire ce que vous aimez. Et donc mon rêve pour le Bénin, c'est le plein emploi pour les jeunes. Le plein emploi pour les jeunes. La question suivante, normalement, c'est qu'est-ce que vous faites pour que ce rêve devienne réalité? Mais on vous connaît désormais, surtout grâce au face-à-face, et on sait parfaitement ce que vous faites. Cependant, vous allez tout de même nous le dire. Ce que je fais à la petite place qui est la mienne, c'est de mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui permettent, qui favorisent ce plein emploi pour les jeunes. Parfois, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les solutions, parce que cela ne dépend pas de nous. Vous savez, l'emploi dépend d'abord de l'économie. Si l'économie va, l'emploi va. Mais là, vous voyez à ma petite place, je ne peux pas faire évoluer l'économie. Je ne suis pas opérateur, je ne suis pas aux endroits où on peut booster l'économie. Et donc, à ma petite place, en contribuant petitement à travers les mesures, les process qui sont les nôtres pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir trouver de l'emploi. C'est ce que je suis amené à faire. Malheureusement, pas toujours comme les jeunes le veulent, mais avec la pleine volonté de pouvoir les servir. Eh bien, à force de volonté, on arrive toujours à déplacer des montagnes, à force de volonté, de courage et de persévérance d'ailleurs. Et je pense que tous les jeunes passent par ma voix pour vous dire merci. Oh là là. Je pense que depuis que nous avons commencé cette rubrique « Mon rêve pour le Bénin », c'est la première fois que j'entends quelqu'un avoir un rêve pour la jeunesse béninoise. Ah, je suis là pour eux. Vous savez, moi j'ai déjà un certain âge et je commence à compter les jours qui me restent. Il y en a qui n'ont pas encore monté sur la colline et qui ont des raisons de s'inquiéter compte tenu de l'environnement économique, compte tenu des difficultés que nous avons. Et notre rôle étant de les accompagner, nous devrons modestement travailler dur pour pouvoir leur permettre, eux aussi, de réaliser leurs rêves. Ils ont des rêves. Vous voyez, il y a des gens qui vous voient depuis leur maison et qui ont envie d'être comme vous, qui ont envie d'être à votre place. Non pas pour vous remplacer nécessairement, mais pour y contribuer. Ce rêve doit se réaliser. Et mon rôle est de les y aider, de travailler à faire en sorte qu'ils aient les qualifications et les compétences nécessaires pour y arriver. Et modestement, je pense que je vais continuer à le faire. J'espère qu'ils me feront les feedbacks nécessaires pour pouvoir améliorer, parce que nous sommes des humains et tout ce que nous faisons n'est pas parfait. Ils le feront, et puisse Dieu vous assister également dans cette tâche qui n'est pas de moindre du tout, parce que nous connaissons, nous jeunes, et nous savons tout ce que nous pouvons faire de bien, comme tout ce que nous pouvons faire comme erreur. Alors, ceci étant dit, merci beaucoup à vous, monsieur Amegbedi. Mais j'en suis heureux, je suis heureux d'être sur votre plateau. Et bon, voilà. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Oui, je suis très ému, vous savez. C'est
pas toujours évident, mais bon, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. J'ai dit aux jeunes, je suis à leur service. Ils peuvent toujours venir dans nos bureaux, m'appeler comme ils ont l'habitude. Nous allons continuer à travailler sur leurs rêves. Très bien. Merci et passez une excellente semaine, je veux dire, parce que la journée, assurément, elle est belle. Ça, on vous le promet, n'est-ce pas, Maurice Agua? Oui, absolument. En tout cas, il ne pleut pas aujourd'hui. Alors, passez une excellente semaine et on vous retrouve très vite. Merci beaucoup. À bientôt. À présent, chers amis, nous allons prendre la légère pause et passer aux chiffres du jour. Eh bien, chers amis, il y en a dont la tête bug, mais bon. Mais bon, c'est pas bien grave. Le chiffre du jour, aujourd'hui, nous parlons de 1715 agents qui seront bientôt renforcés. Il s'agit bien évidemment de la numérisation de l'administration publique. Et pour nous en dire plus, il est là, Maurice Agua. Il est là. On vous écoute. Merci à vous, Natacha Kofi. Effectivement, les compétences de 1775 agents bientôt renforcés. Il faut dire que dans la perspective d'instauration d'une administration intelligente au Bénin, la formation du personnel devient impérative. Et lors de son conclave hebdomadaire du mercredi 9 octobre 2019, le gouvernement a autorisé l'organisation de sessions de renforcement des compétences numériques du personnel de l'administration publique. C'est quoi une administration intelligente? Nous allons le dire, si vous me le permettez. C'est le Smart Gouv. Et la ministre de l'économie numérique a passé beaucoup de temps, ou du moins continue de prononcer ce groupe de mots dans ses discours, Smart Gouv. Et c'est un projet du programme d'action du gouvernement. Une administration intelligente dès lors, qu'elle est informatisée et dématérialisée. Et c'est quoi la dématérialisation? Le remplacement dans une entreprise ou une organisation de ces supports d'information matériels, souvent en papier, par des fichiers informatiques et des ordinateurs. On parle aussi d'informatisation ou de numéralisation, car la substitution du papier par l'électronique n'est jamais complète. Je vais finir, si vous me le permettez. Je vais finir en disant que aujourd'hui, je peux même dire que la dématérialisation ou la numérisation est déjà une réalité, puisque j'ai eu l'occasion de tourner le magazine sur les 2 ans du PAG. Moi, j'ai réalisé le magazine de l'économie, c'est-à-dire du ministère de l'économie numérique, les 2 ans de réalisation du programme d'action du gouvernement. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les retraités, il existe un fichier de base. Il y a des gens qui peuvent consulter directement leur fiche de paye par leur téléphone portable. C'est génial, c'est incroyable. Et aujourd'hui, grâce à cette numérisation qui a commencé, des prestataires de services peuvent savoir si ils peuvent leur dossier ou bien leur facture a déjà fait le circuit, où est leur facture et est-ce qu'on peut les payer, est-ce qu'ils peuvent aller maintenant, s'ils peuvent passer à la caisse, tout ça là, c'est déjà numérisé. Et donc, ça fait beaucoup plaisir aux Béninois. On a rencontré des gens qui en ont parlé. Et quel aspect faut-il encore souligner? L'administration intelligente permettra quoi? Peut-être les questions sont posées, quels sont les avantages? Une administration intelligente permettra des gains d'efficacité considérable au sein du fonctionnement du pouvoir public. Nous avons parlé aussi de l'impact économique. Ici, on a dit que le gouvernement vise une croissance, à atteindre une croissance de, c'était 15, et quelques ou 16,
16,4%. Et donc, il faut souligner qu'une administration intelligente permet l'accélération de la croissance parce que ça diminue la lourdeur administrative, ça élimine la corruption et donc l'administration devient très efficace. C'est ce qu'il faut retenir de ces chiffres du jour. Très bien, merci à vous, Mori Agua. Il faut dire également que c'est ici que nous avons parlé de ces milliards-là qui ont été... non, 5 milliards. Pas vilipendés. Pas 5 milliards, c'est 50 milliards, j'allais dire, 50 milliards qui ont été alloués. Qui ont été alloués à la République fédérale de l'Allemagne. C'est ça. Nous en avons parlé et nous nous posions certaines questions. À quoi ça servira véritablement? Est-ce qu'ils en feront bon usage? Et là, justement, nous parlons de ces 1775 agents dont les compétences seront désormais renforcées. Et cela nous soulage quelque peu quand même, Testani Ngoudeyon, surtout sachant que vous vous inquiétiez. Dans les 50 milliards, elle va le dire, il y a l'économie numérique. Et la digitalisation. Oui, vous vous inquiétez donc justement de l'utilisation qu'ils en font. Cela ne nous soulage pas quelque peu. Cela nous soulage véritablement. Et selon moi, c'est un pas de géant que le Bénin fait dans sa dynamique de renforcement de son économie, parce que ce n'est pas qu'à l'économie numérique que cela s'applique, mais à l'échelle de toute notre économie. Digitaliser et dématérialiser justement le système de fonctionnement dans le public, je pense que, et ça ne restera pas que dans le public, je suis convaincue qu'on l'appliquera au privé et à tous les secteurs qui en auront besoin. Je pense que c'est l'une des belles choses qui puissent nous arriver à l'ère où tout est numérique. Même l'argent aujourd'hui, vous voyez, depuis quelques années, nous sommes avec la monnaie électronique et tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, nous le faisons par la monnaie électronique. Voilà, vous pouvez vous envoyer de l'argent juste de votre téléphone, nous retirer de l'argent juste avec votre téléphone, ne plus attendre dans les longues files à la banque et ainsi de suite, et dématérialiser justement dans l'administration publique, comme Maury le disait tout à l'heure, est un élément clé pour l'efficacité de notre administration. Et je pense que c'est l'un des points ou des piliers qui accompagnera justement la croissance visée pour les entreprises du secteur public. On parlait de toutes les appréhensions que nous avons par rapport à cela, mais je crois que la dématérialisation reste un pilier fort de ce système-là qui est en train, ou de cette vision-là de notre gouvernement. On parle justement de ce don qu'on a reçu dernièrement et dont on a d'ailleurs longuement débattu ici dans le chiffre du jour, parlant du don de l'Allemagne au Bénin, où il y a un pan qui sera dédié à la digitalisation. Je pense que cela vient à point nommé, d'autant plus qu'on est dans une dynamique assez ferme aujourd'hui. Quand on parle de digitalisation, on en a besoin, c'est de la création d'emplois, parce qu'on aura forcément besoin de ces jeunes-là qui se spécialisent dans ce secteur. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et cela vient juste confirmer ce qu'on dit. On dit aujourd'hui, c'est que le numérique offre beaucoup de possibilités d'emploi. 1775, ça, ce sont les agents qui sont déjà dans la fonction publique. Absolument. Mais au-delà, on ira également vers d'autres compétences parce qu'on en aura besoin à tous les niveaux de la chaîne pour dynamiser justement le système qui sera mis en place. Dans l'immédiat, on parle en tout cas de 1775 agents dont les compétences seront renforcées justement, parlant toujours de la digitalisation, donc de la numérisation. Ça va Oui, ça va. Vous allez bien, d'accord. Oui, vous m'aviez l'air un petit peu absent, mais bon. Non, alors parlons de ça justement. Ça va, j'étais en train de réfléchir. Oui, Maury Agua. Non, j'étais en train de réfléchir. Est-ce opportun aujourd'hui de renforcer les capacités de ces agents-là? Est-ce opportun? Absolument, absolument, Natacha. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des agents qui n'ont jamais touché à un ordinateur? Et si ce n'est pas pour jouer Zuma. Vous parlez d'expérience là. Quand même, il est important de le dire parce que pour ma part, je ne l'aurais pas pensé. Ah oui. Je ne l'aurais pas pensé. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des agents qui sont peut-être à la veille de leur retraite, mais qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Tout le temps, il faut aller quelque part dans une bibliothèque. Et parlons plutôt de l'état civil. L'état civil. Quand vous allez chercher votre souche, on va chercher ça où? L'agent qui a toujours cherché les souches,
Il va chercher ça où? Quelque part, dans une bibliothèque, au fond de la salle, là-bas. Mais aujourd'hui, grâce à la digitalisation, la numérisation, tous ces actes seront numérisés. Et désormais, il faut les former à l'utilisation de l'outil informatique. Où est-ce qu'il faut cliquer? Il y a des gens qui ne savent pas saisir des tests sur un ordinateur. Il a été très difficile pour nos parents d'utiliser les Android. Ah oui. En fait, on le dit, ça n'a l'air de rien, mais je vous avouerai, chers amis, que je ne l'imaginais pas du tout. Alors, vous faites bien de nous le dire. Oui. C'est donc opportun de former je veux donner ces agents. petit exemple de nos téléphones Android sur lesquels on passe les mains. Vous savez, moi, je connais des gens qui ont du mal à l'utiliser. Parce que ça là, c'est pour les jeunes, nous on ne peut pas. C'est les touches, c'est les pavés numériques qu'eux ils veulent utiliser. Ils ne veulent pas ces genres de téléphone. Mais aujourd'hui, si des gens refusent tout ce qui est numérique, les appareils ou bien la numérisation va s'imposer à ces personnes. Et donc, c'est comme ça, imaginez les cas d'identité, quand vous, automatiquement, si vous faites votre demande de cas d'identité, vous pouvez aller sur un site, consulter, savoir est-ce que c'est prêt ou pas, et passer pour le retrait. Ce n'est plus cette lourdeur administrative, il y aura beaucoup. Regardez comment ils ont dû numériser les billets d'avion. Vous vous rappelez que c'était une masse de papier qu'on gardait comme un portefeuille, on dit que c'est le billet d'avion. Mais aujourd'hui, vous allez en ligne, vous commandez votre billet, ça vient et vous avez c'est juste un papier comme ça. Encore que vous n'avez même pas besoin du papier, je vous le dis. Vous n'avez besoin d'aucun document du tout. Une fois que votre réservation est faite et que vous en êtes sûr, on vous envoie un mail. Dès que vous avez le mail de confirmation avec les informations liées à votre billetterie, à votre billet, donc vous allez simplement à l'aéroport. Tout se trouve dans l'ordinateur et l'agent qui vous reçoit peut consulter tout simplement et vous laisser passer. Vous n'avez donc même pas besoin de papier. Je m'en voudrais, Natacha, de ne pas dire une chose avant de quitter ici. Il y a déjà le e-gouv, il y a le e-visa, il y a le e-commerce. Ce sont déjà des réalités au Bénin. Le e-gouv, c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle, avant d'aller au Conseil des ministres, le ministre n'a plus besoin de déplacer 12 cartables, d'accord, dans ses aisselles pour aller au Conseil des ministres. Il envoie les documents dont il veut parler, les dossiers dont on veut débattre sur cette plateforme-là. Et donc, tous les ministres peuvent aller prendre connaissance des dossiers dont on va débattre au Conseil des ministres. C'est le e-gouv. Et donc, je vous dis simplement, chers amis, qu'en fait, on dit e-gouv, on dit tout ça, c'est un peu comme on dit email aussi, en fait. C'est simplement pour dire que c'est toute information, voilà, c'est ça, toute information numérique. Maintenant, il faut le spécifier en fonction du groupe ou de la catégorie concernée. Quand on dit mail, par exemple, on sait que ça fait très tout de suite courrier électronique. Après, quand on dit gouv et tout ça, au Conseil des ministres. Quand on dit e-visa, c'est lié au visa en ligne. On peut obtenir le visa en ligne. Quand on dit e-commerce, on peut faire le commerce, la transaction commerciale en ligne. Voilà. Donc, c'est tout. C'est déjà des réalités chez nous au Bénin. Absolument. Oui, Tessani. J'allais dire que je pense qu'en dépit de tout, cela reste à l'avantage de l'homme que nous sommes. D'autant plus que avoir un système totalement numérisé, qui est pratiquement indépendant de la main humaine, nous met à l'abri de certains vices. Maureen le disait tout à l'heure. Oui. À l'abri de certains vices, vous en êtes certaine, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons tout de même des pirates. Nous avons tout de même des pirates. Et aujourd'hui, en deux temps, 3 mouvements, ils vous dépossèdent de tout ce que vous avez. C'est risqué, autant des documents que de l'argent et tout ce qui vient. C'est risqué, mais le risque vient de l'extérieur dans ce cas précis. On se retrouve dans un système où les agents ne sont plus au contact direct de l'argent quand on arrive à bien le dématérialiser. Et je pense que cela nous met à l'abri de la corruption à un moment ou à un autre. Ça peut venir de l'extérieur, mais à l'intérieur, on sent que les agents ne sont plus au contact direct de ce qui pourrait les mettre devant de l'argent et qui pourrait susciter une envie de corruption par-ci et par-là. Et ce qu'on perd parfois de vue, c'est justement que la dématérialisation d'un système nous permet de moins travailler.
on ne le perçoit pas forcément, mais quand le système est lui-même indépendant et peut prendre en charge telle ou telle autre activité, l'homme est juste dans une posture de suivi. Il ne nous permet pas, oui, c'est ça. Efficace. Il ne nous permet pas de moins travailler. Donc, quand je dis moins travailler, il nous permet plutôt de moins nous épuiser sur les tâches qui ne devraient pas parce que le travail que nous faisons est beaucoup plus dans le suivi, est beaucoup plus dans le suivi. Vous n'êtes plus là à remplir des documents et ainsi de suite, mais il y a un travail, la grande partie du travail est confiée au système et vous êtes là dans le suivi et je pense que c'est à notre avantage d'une façon ou d'une autre, si tant est qu'on maîtrise et qu'on s'y met véritablement. Très bien. Alors je dirais simplement une chose, chers amis, c'est que c'est super important ce renforcement des 1775 agents et c'est heureux de savoir que désormais on pourra compter sur une administration à la haute de la pointe, je dirais, une administration super bien formée et tout. C'est génial de savoir que désormais, on perdra moins de temps au niveau de certains secteurs, en tout cas. Et il faut dire, tout à l'heure, je faisais mention de cela très rapidement, je parlais du fait que c'était dangereux tout de même. Eh ben, c'est dire qu'on ne parle pas de numérisation ou de digitalisation simplement comme ça. Ce sont des mesures, de hautes mesures de sécurité qui sont prises et ne piratent pas, ces comptes-là, qui veut, il faut vraiment être un génie, littéralement, pour pouvoir y arriver. Et du coup, il y a quand même un maximum de sécurité de ce côté-là. Alors aujourd'hui, pour vous, dans le chiffre du jour, on parlait donc de 1775 agents dont les capacités seront renforcées très bientôt. Il s'agit du domaine de la numérisation. Je vous remercie, Tessani Koundéon. Merci beaucoup. Natacha. Vous restez tout de même avec nous. Merci également. Merci Natacha. J'ai été très content de ce chiffre choisi aujourd'hui parce que ça m'a permis de parler du numérique. J'avais envie de parler de ça parce que j'ai capitalisé des expériences dans le domaine grâce à ce magazine pour l'économie numérique. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera parce que je sens que ça vous rend heureux. Et c'est super important aujourd'hui pour tout le monde. Il ne s'agit pas que de ces 1775 agents dont les capacités seront bientôt renforcées. Il s'agit d'absolument tout le monde. Il s'agit de vous, de moi, de nous. Nous en avons tous besoin parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui évolue à pleine vitesse et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, tout est pratiquement digitalisé. Nous en avons besoin, nous devons en apprendre beaucoup plus. Et sans plus tarder, à présent, chers amis, nous allons passer au bouillon de culture, mais je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur Matin d'Éden et que vous aimez très fort, alors on installe Carnot François. Alors, nous sommes de retour. Il est bel et bien là, Carnot François, et il est là, super en lundiché, je veux dire. J'ai pris la pause pour l'observer avant de vous dire. Ce matin, il est en lundiché. Habituez-vous surtout à nos expressions. Lundi, on ne dit pas en dimanche, on connaît l'expression en dimanche pour dire que quelqu'un est super bien habillé. Alors lundi, c'est en lundiché, mardi, c'est en mardiché, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, Carnot François, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous les téléspectateurs, sans oublier les auditeurs qui nous écoutent également. Vous êtes donc en lundiché ce matin. Ah oui, merci. Et ça fait plaisir de vous voir. Vous aussi, vous êtes très bien habillés, mais comme d'habitude, il faut le dire. Bon, d'accord, on passe la grille des compliments. Carnot François est là pour nous ce matin avec un très bon bouillon de culture et il nous le propose tout de suite. Ah oui, on va parler message d'espoir puisque nous sommes en début de semaine et ceci à travers une voix assez suave, une voix captivante qui nous a proposé cette chanson-là. Le titre c'est Weke. Qui veut dire soleil, mon soleil. Et c'est interprété par Pepe Oleka que vous connaissez très très bien, que vous admirez, surtout de par son angle, ce qu'elle a choisi porter comme message à l'endroit de ses fans. Contrairement à ceux-là qui ont opté pour la vulgarité, pour la perversité dans les chansons, mais elle s'est dit, la mission première quand même d'un artiste, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser, c'est d'accompagner ceux-là qui sont certainement dans des moments très très difficiles. Et c'est ce que nous pouvons, c'est ce qu'on peut résumer en ces quelques phrases de la chanson Weke.
Mon Soleil, qui est un voyage musical sous une cadence aux connotations de la world music, un message d'espoir. En fait, là, bizarrement, j'ai plus envie de vous écouter. J'ai plutôt envie d'écouter la musique parce que là, je vois déjà les clips parce et que là, j'entends la voix. tout à l'heure, je ne vous dis pas quand est-ce. C'est une très belle chanson. Honnêtement, j'adore et j'ai simplement envie de vous dire merci, pour cette belle découverte. C'est quand même notre mission, aider ceux-là qui certainement sont peut-être pressés parce qu'ils vivent des situations difficiles, d'être un peu patients. Parce que le soleil, le soleil de chacun de nous va briller, sonnera à coup sûr. Parce que quand Dieu décide, quand Dieu donne, quand l'heure sonne, c'est fini. Il n'y a plus rien, mais plus rien. Alors, vous aurez réussi une chose, cher artiste, vous l'avez rendu pasteur. Alors, merci à vous. Hein. Ça n'a certainement pas dû être facile, mais bon, merci beaucoup. On a un pasteur en studio. Une dernière information par rapport à Pépé Olécart, cette chanson. Je vous taquinais, vous l'avez compris. Oui, j'ai compris. Je suis habitué à vos taquineries. Pépé Olécart, par rapport à cette chanson, elle est extraite de son album, de son premier album Tité. Donc, pour toujours rester collé à ces différents messages, Tité pour dire, il est l'heure, lève-toi pour ton rêve, pour te battre pour ton rêve. Donc, si vous nous écoutez, si vous nous regardez ce matin, nous sommes lundi, nous allons démarrer cette semaine avec ces messages d'espoir, de courage, de patience. Levez-vous, battez-vous pour votre rêve, n'attendez personne. Génial. Merci beaucoup, Merci, Carlo. Natacha. C'est vraiment, spécialement aujourd'hui, je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau. D'habitude, je le suis, mais aujourd'hui encore plus, parce que vous m'avez proposé une très belle chanson. Vous aimez les chansons du genre, vous adorez la world music. Oui. Surtout quand ça parle. J'aime beaucoup, oui, c'est ça, j'aime beaucoup. Alors, merci à vous, surtout restez avec nous, hein. Restez quelque part dans les coulisses, servez-vous un bon café si ça vous fait plaisir. Ah oui, ça va me faire plaisir, ben forcément. Voilà. Voilà. Alors, je vous rappelle, chers amis, qu'aujourd'hui, dans Think Loud, nous parlons de la tenue vestimentaire des jeunes. Eh bien, merci à vous, hein, Monsieur Cyr, chers amis. Vous vous dites, c'est qui Monsieur Cyr? Eh bien, c'est un monsieur que vous allez découvrir d'ici là. En tout cas, nous, affectueusement, on le surnomme par ici Monsieur Cyr, à qui je dis merci beaucoup. Vous voyez le buzzer posé sur la table, hein, qui est supposé servir à la rubrique Thessalonique, voilà. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va s'en servir parce que le sujet, il est de taille. On parle de la tenue. Bon, attention, on n'a même pas encore commencé. Voilà, il est au centre là. Et puis il y a des murailles là que je dresse. Alors aujourd'hui, on parle de la tenue vestimentaire des jeunes. Nous en parlons, hein, nous avons beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à dire, vous également. Eh ben, vous pouvez nous appeler, il s'agit de composer le 69 32, Tessanique 03 03 69 32 03 03. C'est ça, le 69 32 03 03, donc le numéro à composer pour intervenir en direct sur Think Loud. Pensez à haute voix, dites-nous tout ce que vous pensez de la tenue vestimentaire des jeunes. Aujourd'hui, on en parle et tout de suite, hein, Maurice Lagua, plutôt que de faire honneur aux femmes, oui, on va faire honneur aux hommes pour une fois, hein, dans l'histoire. Pour tout résumer, Natacha Kofi, je vais peut-être vous surprendre. J'ai vu une image circuler sur les réseaux sociaux où on nous a montré comment les jeunes, nos parents s'habillaient. Je connais l'image. Dans les années 70, le pantalon était bien rehaussé sur le nombril. Eh bien, vers les années 2000, le pantalon est descendu un peu, on voyait légèrement les fesses. Vers les années 2010, on voyait la moitié des fesses. Et donc, on nous a montré en 2030... Non, à l'heure actuelle, les fesses sont totalement à nu. En dessous des fesses, les fesses sont dehors. Maintenant, en 2030, d'accord, le pantalon sera au genou. D'accord. Oui. En 2050, le pantalon sera complètement au pied. C'est-à-dire que il va marcher difficilement. Plus que les bretelles, là. Maintenant, en 2070, la ceinture, d'accord, le pantalon sera par terre et le jeune tiendra la ceinture dans son slip et sera en train de tirer le pantalon. Donc, très belle métaphore. Très
Quelle belle métaphore. Alors, où est-ce qu'on va finalement dans cette histoire avec la tenue vestimentaire des jeunes aujourd'hui? C'est la question que nous nous posons, c'est la question que nous vous posons et vous avez justement droit de citer dans cette affaire. Il faut appeler le 69 32 03 03 pour nous donner votre avis en direct. Les jeunes en circulation, ce que nous voyons, ce que nous constatons, vous êtes les mieux placés pour nous en parler et on vous ouvre l'antenne justement à partir de cet instant. Alors, Testani Koudéo. Après la belle illustration de Mori Agua, je me demande s'il y a quelque chose à ajouter justement, mais il nous faut dénoncer. Au-delà de la dénonciation, il nous faut également célébrer ces jeunes-là qui arrivent quand même à rester égales à eux-mêmes, à rester décents dans leur habillement, à rester dignes dans ce qu'ils portent comme valeur à travers leur façon de s'habiller. Et dénoncer, je parlais de dénonciation face si vous permettez, oui, un téléspectateur ou auditeur qui est au simplement bout de la ligne. C'est ça. Bonjour, cher ami. Oh là là, il est parti. Il nous reviendra. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous. Aujourd'hui, on parle de la tenue vestimentaire des jeunes et il y a pas mal de salives qui vont couler, je vous l'assure. Alors, restez bien câblés. À défaut de la salive, il y a de l'encre aussi. Alors, je disais qu'il fallait justement dénoncer cette jeunesse-là, cette jeunesse qui perd le nord, je vais le dire, et qui perd un peu toutes les valeurs que nous devons porter. Je ne refuse pas qu'on puisse être à la mode dans notre habillement. Je suis pas totalement d'accord et d'ailleurs je le fais. Et il m'arrive de mettre de petites jupettes et de sortir de chez moi, de mettre de petites culottes et de sortir de chez moi, mais c'est tout en respectant les autres, c'est en me respectant également, c'est en respectant ceux qui m'entourent. Et pour la petite anecdote, la toute première fois que moi j'ai porté une toute petite culotte et je suis sortie de ma maison. J'allais vous dire. J'allais vous dire. Oui. Vous dites, il m'arrive de mettre de petites culottes tout en respectant les autres, mais vous les agressez. Exactement, en fait. Exactement. C'est ce que je Parce qu'après, quand on connaît le bagage, Natacha, c'est pas le bagage que vous transportez. Voir en petite culotte, ça dit, hein? Le bagage que vous transportez. C'est pas le genre de commentaire qui vous est permis, justement, Natacha. Oui, c'est ça lui a permis. Je parle simplement de bagage. Buzzer. Je parle de bagages, vous avez tout compris, hein, mais bon, allez, racontez-nous une histoire. Je vous raconte la petite anecdote. Ma toute première fois avec une petite culotte hors de ma maison, parce que j'ai l'habitude de porter à la maison, j'étais en train de faire la lessive, justement, et j'avais peu de savon. Donc, je dois aller en acheter dans la rue en face de ma maison. Et je sors. Le premier motocycliste passe, mais il se retournait tout le temps. Arrêtez, personne ne buzz. Il se retournait tout le temps, mais il a quand même continué son chemin. Oui. Et le second motocycliste, lui, le premier a résisté. Il a résisté. Il était fort. À quoi? Il était fort. Il a résisté. Mais le deuxième, c'était un Zemidjan. Oui. Et vous le connaissez. Zemidjan de Benima parle mal aux gens. Mauvais palabre dans sa bouche comme ça. Il dit la vérité. Il avance, il se retourne, il continue de me regarder. Après, il s'arrête, il dit dada. Pour ça, quand on le l'a c'est pour dire tout simplement en français. Ah, grande sœur, toi aussi, tu vas porter ce genre de choses et sortir de ta maison. Et pour moi, ça a été un choc parce que je me disais, bon, après, je ne suis pas obligée de mettre un pagne et de sortir, c'est juste à côté. Mais en 2 minutes, il y avait déjà 2 personnes pratiquement qui étaient intriguées par ce que j'avais porté. Non, il faut appeler un chat. On va le dire ils n'étaient pas intrigués, ils étaient sous le choc. Ben voilà. Alors oui. Mais c'est dire que même toutes les fois où nous sommes convaincus que ce que nous avons mis ne dérange personne, il y a des... Enfin, on connaît la limite. On connaît les limites. Et je pense que chacun de nous, c'est comme je le disais dernièrement à un ami qui... des sensibilités. Un ami qui disait que ce genre de comportement est parfois dû à l'éducation et ainsi de suite. Nous avons un ami en ligne? Non. Je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Je vous rappelle que c'est le 69 32 03 03 que vous devez appeler. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Elvis Aounou depuis Porte-Novo. Ah, bonjour à tout le monde du côté de Porte-Novo. Alors, on vous écoute. C'est une très belle thématique dont vous discutez ce matin-là. Merci. Et c'est vrai qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Oui. Il faut bien reconnaître que de nos jours, c'est très important que les jeunes puissent incarner des valeurs à travers leur habillement. D'accord. Et donc, c'est vraiment à féliciter que vous débattiez de ce genre de choses en antenne pour qu'on puisse inspirer une nouvelle génération de jeunes qui se comportent autrement. Oui.
Très bien, merci monsieur. Mais est-ce que vous avez déjà personnellement peut-être été agressé ou est-ce que votre sensibilité a été heurtée par certaines tenues vestimentaires des jeunes? Bien sûr, bien sûr. Parfois, très souvent même, hein, les gens se donnent le plaisir de porter des choses et nous autres, ça nous choque. Parce qu'on est victime, on est victimisé. C'est vrai qu'on parle parfois qu'il y a des hommes pervers, je ne sais quoi d'autre. Oui. Mais parfois, la responsabilité est partagée. Même parfois, dans nos lieux de culte, moi, pour la petite anecdote, je suis chrétien catholique, mais c'est ces choses-là qui font que je ne vais pas au messe de 18 heures. D'accord, on vous écoute, monsieur. Parce que quand vous allez au messe du soir, vraiment, c'est tout sauf suivre le culte ou quoi. Vous êtes vraiment agressé. Je me demande quelle religiosité vous pouvez, quelle vraiment spiritualité vous pouvez encore vivre dans ce contexte-là. Très vous bien. arrache de votre idéal. Spiritualité, Moi, je préfère les messes de 7 heures où ce n'est que les vieilles en paille et là, je suis bien concentré sur mon culte. Très bien, merci à vous, monsieur, pour ce partage. J'ai une question pour monsieur Elvis Aounou. En fait, vous allez... Pardon? Mais monsieur Aounou, oui. Vous allez au culte et vous êtes parfois déconcentré par la tenue vestimentaire. De quel côté vous vous asseyez? De ce côté-là, est-ce que vous voyez le prêtre ou vous voyez les tenues vestimentaires? Justement, si je suis derrière, est-ce que j'ai le choix? Bon, vous-même allez plutôt pour rester devant. Mais je fais l'effort, mais je viens parfois légèrement à l'heure où les places de devant sont déjà remplies. Non, mais en réalité, on vous taquinait. On vous taquinait juste. Merci bien, mais c'est une très belle thématique. Merci beaucoup. Il faut vraiment que les comportements changent et que le monde... Hier, il y avait une grande pluie. Les gens pensaient que c'était le déluge. Ils n'ont pas révisé leur comportement pour qu'on n'ait plus peur. Eh ben justement, hein, quand on pense que c'est le déluge, on se demande où se trouve Noé sur cette planète, histoire de devenir son ami sur Facebook. Noé, c'est des gens comme vous qui parlent des choses encore qu'on peut rétablir. Donc vous n'allez pas être immergé et soyez rassurés. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Et c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute. Merci. Alors, Testani Goudéon, nous avons reçu un très... Justement, celui-ci, là, notre téléspectateur ou auditeur parle du cas spécifique dans nos lieux de culte. En attendant d'y venir, on a un autre, oui, on a un autre en ligne. Bonjour, cher ami. Allô. Bonjour, merci de vous présenter. Vous êtes en direct. Moussa Ibrahim Habilo. Très bien, on vous écoute. WhatsApp et Onco. Wow. Génial, merci. Bonjour à tout le monde de l'autre côté. On vous écoute, monsieur. Vraiment, le sujet est très bon. Merci. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui sait équilibrer les choses. Oui. Vous allez voir d'ici 20 ans, voire 30 ans. Oui. Tout sera équilibré par le Seigneur. Amen. On l'espère. Pourquoi je le dis? Oui. Regardez la proportion au niveau des taux de natalité. Le taux de natalité féminin est plus élevé que le taux de natalité. Monsieur, là, par contre, ce n'est pas si gentil que ça, finalement. Laissez-moi finir. Oui. D'ici 20 ans, voire 30 ans, lorsqu'un homme sera mal habillé, il sera sérieusement abattu par des jeunes filles qui ont peut-être à 30 ans, voire 40 ans, et qui sont vierges. D'accord. Qui cherchent même des partenaires qui vont se coucher avec elles pour connaître au moins ce qu'on appelle sexe. D'accord. Et qui n'en trouveront pas. Donc, je vois, c'est de cette manière que Dieu pourra régler les choses. Très bien. Parce que même actuellement, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, on a des pasteurs, des abbés, des imams qui s'habillent aussi mal. Mais alors que c'est dans ces lieux de culte-là qu'on devrait parler de ce genre de sujet pour harmoniser les choses. D'accord. Mais Dieu est déjà au-dessus de tout. Oui. Il a déjà pris cette initiative et on verra la suite. Très bien. Merci, monsieur. Passez une excellente journée. Merci surtout d'avoir partagé votre opinion avec nous. Je vous rappelle, chers amis, que cette tribune vous est offerte. Vous pouvez appeler le 69 32 03 03 pour partager avec nous vos différentes appréciations du sujet Think Loud de la semaine. Notre ami en ligne, bonjour. Il est parti. Alors, j'allais dire une chose très importante, une petite remarque rapidement. Mais en attendant, on installe notre prochain invité ou notre prochain ami. Bonjour, cher ami. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, bonjour, c'est Mohamed. D'accord. On vous écoute, monsieur.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je vois que à propos des tenues dont vous parlez, c'est une bonne idée. D'accord. Et ça va aussi éduquer nos petits-enfants qui viennent maintenant. Très bien. À voir ce qui se passe dans la vie. Oui. C'est très... Vraiment, ça va gâcher avec le temps. Ça va gâcher la génération à venir. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci, mais j'aimerais vous dire... Oui, allez-y. Et donner de l'éducation, ça doit quitter la maison. Oui. Il faut éduquer les enfants depuis la maison. Il y a des gens qui nous donnent des conseils. Oui. Et c'est leurs propres enfants. On voit, ils portent des tenues... Qui sont en pleine dans la dépravation. On ne peut même pas supporter. Oui. Vraiment, vraiment. Et avec ça, là, comme un auditeur vient de dire, les pasteurs, les imams aussi portent des habits très mal. Très bien. Et c'est ça que nos enfants, ils doivent aussi commencer par réfléchir et de ne pas porter des choses pour cacher leur avenir de demain. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur. Je vous en prie. Passez une excellente journée et surtout agréable écoute à vous. À très bientôt. Natacha? Oui, rapidement, Maury, avant de te donner la parole, rapidement, Oui. Maury, j'allais dire une chose. Par ici, sur Think Cloud, nous respectons les opinions d'absolument tout le monde. Il faut dire qu'un peu plus tôt, nous avions un ami en ligne qui nous parlait de ce que sera ce monde dans 30 ans, et qui parlait de certaines régulations. Je pense qu'il faisait simplement allusion à un passage biblique que nous connaissons tous, celui-là qui dit qu'un moment arrivera où 7 femmes se battront pour un seul homme. Vous le connaissez probablement, Tessani. Dans le livre d'Ésaïe, dans les Saintes Écritures. C'est ça. Alors, ce moment-là arrivera, bien évidemment, et c'était sa façon à lui de dire que les tenues vestimentaires des jeunes devraient être revues. Et c'est vrai, c'est d'ailleurs pour cela que nous en parlons aujourd'hui. Une fois de plus, toutes les opinions par ici sont respectées et c'est absolument sans commentaire parce que cette tribune est justement la tribune qui vous donne la parole. Nous sommes là pour vous écouter. Oui, Mouriago. Oui, je voulais dire que il y a dans les familles, nos mamans, peut-être c'est un peu négligé aujourd'hui, avant que leurs filles ne sortent au dehors, elles vérifient ce qu'elles ont porté. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, j'ai une amie qui m'avait dit que chaque fois quand on doit leur coudre des robes ou des jupes, ça doit dépasser le genou. Et donc la maman veille à ça. Je ne sais pas si je vais vous raconter une anecdote, une vraie, que j'ai vécue avec mon épouse. Une nuit, on devait rendre visite à sa maman. C'est la nuit, donc pour être un peu plus décontractée, elle avait une petite culotte, comme les femmes en portent et on en voit. Et elle a porté de la voiture chez sa maman. On arrive, dès qu'on rentre dans la maison de la maman, la voit, la maman tourne la tête et fait comme ça. Et donc, et puis, elle n'était pas du tout contente. Elle dit, c'est ce que tu as porté pour quitter la maison, malgré l'heure t'a dit, malgré qu'on soit déplacé, qu'on se soit déplacé en véhicule. Et donc, c'est pour dire que ces valeurs sont très chères à certaines mères et ces habitudes restent encore ancrées dans la mémoire de certains enfants. Et donc, oui, on veut suivre la mode. La question que je voudrais poser, faut-il suivre la mode forcément? Oui, j'ai l'impression d'entendre le téléphone sonner. Si c'est le cas, nous allons installer notre ami au bout du fil. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de vous présenter. Et moi, je m'appelle Cosmo Quelqu'un. Très bien, monsieur, on vous écoute. Je voudrais un peu rejoindre Maury Agua. Oui. Qui donnait un exemple tout à l'heure d'une mère de famille qui a rendu visite à sa maman et qui n'était pas content de son habillement. Oui. Moi, je pense que si nous changeons l'habillement vestimentaire, le style vestimentaire de nos jeunes, c'est à partir de nous-mêmes les parents. Très bien. Moi, je ne comprends pas comment une mère de famille peut porter pantalon. C'est pas possible. Très bien. Mais quand maman porte pantalon, accepter que la fille porte une jupe, que porte pantalon pour bientôt aller à l'école. Moi, je pense que c'est l'éducation. Je suis sûr.
si mes deux animateurs qui sont là, elles se lèvent, je suis sûr qu'elles sont aussi en pantalon, ou bien quelqu'un va être en pantalon. Alors, on ne doit pas éduquer les enfants comme ça. Moi, je les rappelle, je suis sûr que la police républicaine doit nous aider, parce que passer sur la voie du 51 jours, quand j'ai vu 2 jeux, ils avaient porté pantalon, mais ils ont laissé leur slip. Mais les policiers sont descendus, on les a tapés correctement. Et moi, en tant que journaliste, je me suis rapproché du policier, qu'est-ce qui se passe? Mais les policiers m'ont dit, il faut voir leur habillement. Donc je pense que la police républicaine doit nous aider dans ce domaine. Très bien. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous devons aussi aider dans nos habillements. Moi, dans mon chez moi, je n'accepte pas que la femme porte le pantalon. Mais quand vous portez le pantalon, vous n'êtes pas chez moi. Très bien. Une femme qui porte pantalon, ça veut dire qu'elle, là, elle n'est pas au voyage. Très bien. Je pense qu'il faut habituer nos enfants à l'habillement de nos vieux parents. Mais quand moi je dis, c'est pas qu'il vient du village, qui est villageois. Non, c'est du village qu'on a des bonnes choses. Donc je pense que pour éduquer nos enfants, nous devons changer nos habillements et aider nos enfants. Ils vont chercher à nous imiter. Et c'est ça ce qui fait la dépravation aujourd'hui dans le style vestimentaire. Très bien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée, mais je souhaiterais tout de même vous dire, cher ami, qu'on peut très bien être en pantalon sans pour autant agresser quiconque. Des pantalons, il y en a de toutes sortes et de toutes les formes. Être en pantalon, ça ne veut pas dire qu'il faille laisser son dessous visible. On peut être très bien en pantalon et très bien habillé, très décent, je vous le dis. Et vous aurez certainement l'occasion de le constater, peut-être même que vous le savez. Alors, merci pour votre opinion, on la respecte. Merci beaucoup, oui, c'est vrai, cette question de pantalon, c'est discutable, mais il faut comprendre que c'est de cette façon que monsieur voit les choses. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, comment vous allez? Très bien, merci. Bonjour, et vous? Ça va bien, merci. C'est monsieur Sénat. D'accord, monsieur Sénat, on vous écoute. Oui. Bon, c'est des voix apparemment que je crois reconnaître une chaîne à Cotonou. D'accord. Moi, je vous appelle de Calavi. Oui. Merci pour l'émission. C'est nous qui vous remercions. Je crois que c'est quand même un sujet assez intéressant. Aujourd'hui, c'est une agression générale. Oui. Vous imaginez quand même des gamines qui se mettent nues. Oui. Qui se mettent nues et qui, ma foi, sont parfois accompagnées de leurs parents. Vous voyez des femmes bien habillées, parfois, qui ont des enfants qui sont pratiquement nus et qui les accompagnent, qui tiennent leurs mains, que ce soit à l'église ou au coin des rues, vous voyez, vous êtes surpris. Et la même chose se produit même au niveau de nos écoles, les collèges, les universités. Vous voyez des gens qui sont pratiquement déshabillés. On s'interroge par rapport à... C'est une triste réalité, en effet. Et le drame, allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Merci beaucoup. Le drame, c'est que parfois, lorsque même vous êtes en famille, je vais vous donner un exemple. En famille, vous sortez avec vos madame et les enfants, vous voyez dans la ville des gens qui sont nus, vous êtes extrêmement gênés. Les enfants même s'interrogent. Je ne sais pas, mais vous voyez ce qui s'est là porté. Je ne dis systématiquement, je crois que c'est un problème de salubrité générale. D'accord. Un problème de salubrité, carrément. D'accord. Allô? Oui, on vous écoute. L'environnement est vicié. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un jeune. Très bien. La quarantaine. D'accord. Il y a la crise de la quarantaine. Oui. Alors, et vous sortez, vous voyez des femmes pratiquement nues qui vous agressent. Malgré toute votre volonté, mais vous regardez malgré tout. Après, vous interrogez sur la suite. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui n'ont pas de mari. Mais c'est normal. Comment un homme peut voir une femme pratiquement nue? Si tu t'intéresses à elle, et s'empêcher de regarder. Non, je ne regarde pas. Eh bien, très bien, merci à vous, monsieur. Merci. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Passez une excellente journée. Eh bien, merci à vous également, Tessanik. Le comble de monsieur a dit qu'il est d'accord avec lui. Salubrité. La question de salubrité générale. Merci à vous également, Maury et Agua. Rassurez-vous, oui, c'est fini. On n'a pas eu le temps d'en débattre, mais je pense que demain, on aura. De toute façon, c'est le sujet de quelques jours, peut-être pas de la semaine forcément, mais c'est le sujet de quelques jours. En fonction de vos réactions, on verra s'il faut prolonger le sujet sur la semaine ou pas, mais on attend
attendant, demain, en tout cas, nous reviendrons avec le même sujet. Je vous dis merci de nous avoir accordé cette aimable attention. Merci à tous ceux qui nous ont appelés pour partager avec nous leurs différentes opinions. Merci également à vous qui laissez donc vos commentaires, vos pensées, vos opinions du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. N'oubliez pas d'aimer tout le monde autour de vous. Le mot magique aujourd'hui, c'est simplement de faire un compliment à quelqu'un. Soyez gentils, gardez le sourire et surtout ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la situation, tout ira bien, tout ira pour le mieux. Portez-vous bien. Rendez-vous demain 7h, 9h. On vous aime grand comme ça. Allez, bye bye. On se dit à demain.